la métamorphose des précédentes, celle de Norbert Elias, c'était une métamorphose des élites qui ont fabriqué une société. La métamorphose que nous vivons, c'est une métamorphose des gens ordinaires qui ont fabriqué une élite. L'élite nouvelle, elle est en train de se fabriquer. Je ne pense pas qu'elle se vive comme élite. Je pense que les membres de cette élite nouvelle qui s'installent discrètement, ils se vivent plutôt comme des leaders habiles, des socioperceptifs malins, pas vraiment comme une élite. Puis on peut être malin dans certains domaines et pas malin dans d'autres domaines. Puis les places, il y a des interversions de places. Ils savent qu'ils sont dans une société hétérarchique où des hiérarchies différentes coexistent, se remplacent, fluctuent. Et puis il y a les élites qui ne bougent pas. Les anciennes élites qui se maintiennent en place. Il y a des chances qu'ils se fassent balancer par une révolution ou simplement par la sélection naturelle qui font que, puisque ça ne marche pas, ils vont finir par se faire mettre à la retraite. Il y a des tentatives de retour en force. Je pense que la financiarisation du capitalisme à partir des années 1980-90, la financiarisation du capitalisme est une tentative du capitalisme pour retrouver sa force, se survivre à lui-même et retrouver sa force. Et les milieux financiers ont réussi à gagner beaucoup d'argent et l'argent est passé des classes moyennes vers les 1% de la population bénéficiant de la finance. Mais comme ils n'étaient pas très malins, ils n'ont pas évité la crise. Et ils étaient très malins au plan financier, mais pas très malins au plan plus global. Ils n'ont pas évité la crise. Et grâce à la crise, on est probablement en train de se débarrasser de l'hyperfinanciarisation du capitalisme. Mais on peut imaginer d'autres tentatives de reprise en force. Moi, j'ai tendance à penser que la métamorphose est tellement puissante que ça peut se traduire par des moments très difficiles, des vraies bagarres. Mais il y a quand même une partie considérable de nos populations. Nous avons un cerveau beaucoup plus ouvert qu'à aucun moment dans l'histoire humaine. À aucun moment dans l'histoire humaine, des populations nombreuses ont eu un cerveau rationnel aussi développé que celui des Occidentaux ou des Chinois maintenant. Et en même temps, on a un cerveau émotionnel et relationnel qui s'est... Est-ce qu'il s'est autant développé que celui des chasseurs-cueilleurs? Je ne sais pas, mais c'est pas impossible. On a peut-être les capacités du cerveau d'un chasseur-cueilleur, les capacités du cerveau rationnel le plus développé qu'on ait jamais inventé jusqu'à présent, et en plus on se rouvre au cerveau spirituel de façon tout à fait intéressante, considérable, et peut-être pour la première fois, on s'ouvre au cerveau spirituel tout en ayant le cerveau rationnel bien éveillé. Donc la rencontre à la fois du spirituel et du rationnel, ça nous ouvre des perspectives vraiment intéressantes. Je crois que ça a bien des chances de gagner, mais on peut avoir des bricoles quand même entre-temps. Mais c'est pas tellement ils devront avoir, ils ont. Je veux dire, les jeunes de 1968
ils sont étonnamment socioperceptifs. Ils ont perçu que leurs parents étaient manipulés par la société de consommation et que c'était idiot et qu'il ne fallait pas se laisser avoir. Ils ont perçu que les conventions n'étaient que des conventions, que l'interdiction de faire l'amour, qui était érigée par la société comme une loi, de faire l'amour sans être marié, sans avoir dépassé l'âge de je ne sais combien, que c'était qu'une convention, et qu'on pouvait faire l'amour, et que c'était bien de faire l'amour, que c'était agréable, et que l'humanité était complètement ridicule d'avoir voulu brimer l'amour alors qu'il n'y a rien de mieux que l'amour. Ils sont socioperceptifs et ils sont rationnels et relationnels. Ils analysent les relations. Je perçois ce que tu penses de moi. Je sens ce que tu penses de moi. Et je sens que si je fais ça, tu vas faire ça. Et si tu fais ça, moi je ferai ça. Et je passe mon temps, si j'ai mon cerveau suffisamment ouvert, à faire des scénarios, à imaginer nos relations, à imaginer comment elles peuvent... et puis c'est une relation à tous les deux, mais ça peut être beaucoup plus large. Je commence à sentir comment penche la société. Et je commence à sentir les émotions de la société. Et je suis plus capable, je ne peux pas faire des prévisions, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis plus capable de faire des anticipations, de dire ça pourrait être comme ci et comme ça. Et c'est pas, il faut développer sa socio-perception. La socio-perception se développe parmi nous. Et si on regarde des dirigeants, des élites traditionnelles, dans beaucoup de membres d'élites traditionnelles, on trouve des gens qui, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, ont développé une intraception et une socioperception considérables et qui agissent très bien, qui ajustent si bien qu'il arrive dans sa famille à rester le plus influent des membres de la famille et à faire en sorte que ça aille quand même plutôt où il veut qu'ailleurs. Mais quand il rentre dans son entreprise, il remet sa veste de patron et il se comporte comme un patron, en ne profitant plus de sa socioperception. Il la ferme. Il est devenu socioperceptif, mais il n'en tire pas encore parti dans son exercice professionnel ou politique. Je suis sûr qu'il y a une quantité de députés qui sont, dans la vie familiale et la vie amicale, relativement socioperceptifs, mais qui perçoivent rien du tout à la façon dont fonctionne le peuple français aujourd'hui. Il continue à garder l'habit de la compétition électorale entre les partis politiques ayant des idéologies différentes qui ne correspondent plus aux problèmes d'aujourd'hui, au vécu d'aujourd'hui, mais néanmoins, quand ils sont dans leur permanence électorale, ils sont leurs œillères. Moi, j'ai toujours eu besoin de me sentir à un endroit où je peux réfléchir et découvrir des choses concernant la réalité et où on agit pour changer la réalité. Je veux dire, tel que j'ai conçu la COFREMCA, c'était pas simplement un outil pour comprendre, c'était un outil pour comprendre et agir. Pendant une période significative de ma vie, j'étais au Club Jean Moulin. Le Club Jean Moulin, c'était pour changer la politique de la France. Et j'ai contribué à créer le Club des Vigilants en 1990, ou je ne sais plus exactement, 95, parce que après d'autres aventures du reste, mais je ne vais pas entrer dans le détail,
parce que je pensais que ça pouvait être un think tank pouvant contribuer à l'évolution de la politique moderne. Et Sol, c'est exactement la même chose. J'ai rencontré Sol par hasard, grâce à toi. Tu m'as demandé un jour de venir à une réunion de Sol. Je ne connaissais pas Sol. Et je me suis rendu compte que Sol était une sorte d'agent de changement des entreprises, pouvait jouer un rôle dans le passage. Je crois que les entreprises, et notamment les grandes entreprises, sont devant le défi de passer d'une vision court-termiste et financière de leur réalité à une vision à plus long terme et humaine et sociale. L'entreprise n'est pas fondamentalement là pour faire de l'argent pour les actionnaires, elle est là pour contribuer à l'évolution saine de la socio-économie. Et je me suis rendu compte que c'était l'idée sous-jacente qui conduisait l'orientation de Sol. Et Sol m'a accueilli favorablement, ce qui m'a été une surprise et agréable, parce que j'ai eu l'impression que je leur disais ce que vous faites va dans le sens de l'histoire, et que ça leur faisait du bien d'entendre que ce qu'ils faisaient allait dans le sens de l'histoire. Donc on s'est bien rencontrés entre Sol et moi. C'est comme ça que j'ai vécu en tout cas.